Grand C, la création subjective, deux points, auto-engendrement et donation d'existence. Petit 1, les transmutations du temps. Deux points, le dédoublement sujet-objet. La subjectivité a déjà été saisie selon l'écoulement des temps en tant que temporalité élémentaire. C'est le temps en boucle, celui de l'individu originel, qui se confond avec la temporalité de l'être. Le temps d'arrêt du temps et de son corollaire, l'aménagement de cette retenue, est minimal. Le corps est comme traversé par le temps matriciel. Il est comme la respiration de l'être, un instant qui ne se distingue pas du temps du mouvement perpétuel. L'individu est comme un pore de l'être, de l'ontologie temporelle, respiration, même existence de l'être, tous ces pores se disposant comme un tissu de l'être. Puis apparaît le point de bouclage. La première rétention du temps, la première fermeture subjective, deux points, le temps en lacet ou temps en 8. Alors, tout un montage peut être réalisé. Se constitue un temps résiduel, constant, celui du premier nœud du temps en lacet. C'est un temps à demeure qui se fait mesure du temps, du corps sujet, distribution des temps. Le temps se fermant sur lui-même reçoit le temps pour en faire son temps qui décide du temps. Autrement dit, deux points, le temps du corps reçoit le temps de l'être pour le transformer en temps du genre. Le temps matriciel se transforme selon la temporalité subjective pour revenir au cours du temps. Les temps mixtes de médiation substance-sujet de l'éducation. Une telle translation du temps a évidemment pu apparaître comme une transcendance, un pouvoir surnaturel, alors qu'elle n'est qu'un simple montage du temps subjectif. Cet auto-engendrement apparaît comme la vie intime de l'évolutionnisme, le plus secret du transformisme. Il s'accomplit en tant qu'interprétation, utilisation, montage de l'être reçu et retour au mouvement perpétuel en se conjuguant au fonctionnel, au relationnel, spatio-temporel de la socialité. La subjectivité est cette temporalité qui s'arc-boute dans le torrent du temps, le déferlement du devenir, pour engendrer son espace, le petit îlot, à partir duquel elle conçoit les passerelles sociales que sont le fonctionnel, le relationnel, le spatio-temporel. Le transformisme du temps est celui d'une complétude de la temporalité, qui s'accomplit selon les deux nœuds dont la relation corps-sujet. Il y a alors deux rétentions du temps qui se feront constitutives au point de s'échanger, de s'engendrer réciproquement. C'est la mesure de l'autonomie subjective, d'abord effet, puis cause de soi, deux points, auto-engendrement. Ce deuxième bouclage du temps achève et accomplit le temps en lacet, en 8. On peut alors faire le constat gnoséologique de l'importance décisive et secret de Polichinelle de la subjectivité. Deux points. C'est le même temps, constitutif de la figuration en lacet, qui constitue les deux parties du 8, celui d'en haut étant la corporéité et celui d'en bas, la durée. La relation des deux constitue le corps-sujet. Le schéma est le même geste, et c'est celui des deux moitiés qui sont alors autonomes dans la mesure où elles participent à l'ensemble, où elles sont complémentaires, double mouvement du même ensemble, engendrement réciproque. Le temps représenté, en haut du schéma, est celui d'un temps fini. Deux points, la corporéité organique, qui est enclose dans l'ensemble de ce qui le détermine par l'entrée du temps matriciel. Le devenir du devenir, dans le temps résiduel, est comme sorti de ce temps résiduel dans le temps mixte du maternage. Ce temps propre de l'organique se constitue par le travail d'interprétation des deux nœuds du temps résiduel, circularité du transformisme. Le temps de ce travail est la durée, représentée en bas sur le schéma, durée existentielle, finie aussi, enclose dans un mouvement qui est aussi celui de la corporéité, espace et temps du corps s'éprouvant et se confondant dans la plus parfaite simultanéité spatio-temporelle de la subjectivité. Spatio-temporalité de la subjectivité. C'est alors un savoir immanent de la durée par la corporéité, de celle-ci par la durée, noyau insécable, autre pierre angulaire du temps. Cette immanence est expression réciproque et donation d'existence.
le corps sujet est apparu en son essence, qui est une existence, dédoublement du même. L'individu est devenu subjectivité. Sa double appartenance et appréhension du temps et de l'espace est le fondement de l'homme synthétique. Le corps sujet peut fonctionner par la corporéité, en haut sur le schéma, s'objectivant par les conduites, et devenir le corps adulte. La durée, représentée en bas sur le schéma, est le temps résiduel et permanent qui se coupe. 3 petits points de suspension. Se coupe du reste du monde, parce qu'il ne peut se connaître que de lui-même, et qu'il ne participe en rien à l'être ou au genre. Il est le temps qui se sait lui-même, qui se fait lui-même, et qui n'éprouve le temps que par son propre temps. Le présent, le passé, l'avenir sont les composantes du pur temps subjectif. Temps de l'éternel, point d'interrogation, ou de la finitude, de l'angoisse, point d'interrogation. Dans les deux cas, savoir de l'immanence. Petit 2, la durée de l'être et l'être de la durée. Double création d'existence. Notre ontologie temporelle est un scandale gnoséologique, mais elle est justifiée, portée, affirmée par les deux bouts. Il ne s'agit pas ici, il faut le rappeler, de constituer un traité de l'être de l'évolution, mais de saisir les deux bouts qui permettent l'intervention de la praxis. Entre parenthèses, le temps le plus large et le temps le plus court. Le devenir du devenir, temps sans finalité, et l'unité existentielle de l'instant, entre parenthèses, que ce soit l'instant d'une vie ou la vie comme instant. Ici sera l'instant qu'est l'individualité. Le nouveau-né va naître de cette ontologie temporelle. La naissance est d'abord ontologique. C'est le petit de l'être qui apparaît, avant d'être le petit de l'espèce. L'être affirme ainsi son existence. Deux points. L'instant, entre parenthèses, qui est une vie, et l'existant de l'être, la temporalité par laquelle l'être éprouve son existence. Il y a donc une double prédétermination ontologique de la subjectivité du corps sujet. Le nouveau-né sera la pure mémoire des siècles. C'est pourquoi il peut être cette détermination de l'ontologie temporelle. Le point, être une durée. Il ne s'agit là que d'un héritage ontologique. Apparaît alors une détermination phénoménologique totalement méconnue des chercheurs néo-kantiens ou ethnophilosophes, et qui n'est autre que l'explication de la relation entre phylogénèse et ontogénèse. Celle-ci répète, celle-ci c'est, je sais pas quoi, ça doit être ontogénèse, celle-ci répète la phylogénèse, mais après que cette phylogénèse se fut accomplie. Quand le processus évolutionniste a pu accéder à la détermination de l'individu, celui-ci peut utiliser les acquis de l'être pour constituer le genre. Autrement dit, le corps sujet, pour être autonome, pour échapper à l'être en créant le genre, axiomatise et formalise de telle manière que la matérialité, la nature, l'organique de l'être soient abandonnés après en avoir extrait les principes de leur production. Autrement dit, le processus de création de la subjectivité se répète, mais en tant que pouvoir de la subjectivité. D'abord, elle est créée pour se recréer selon les lois de la création. Pour ce faire, elle reprend ces lois pour en faire les lois de son être. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. L'axiomatisation reprend les durées de l'être pour en faire la durée de la subjectivité. Quelle étonnante identité! L'être et la subjectivité seraient faits des mêmes éléments. L'ontologie temporelle se répète en sa plus longue durée et sa plus courte durée. À partir de cette identité surgit la différence. Deux points. L'être fait l'espace et le temps pour créer la subjectivité que créent à leur tour l'espace et le temps de l'anthropologie. La subjectivité pourrait être interprétée comme une ruse de l'évolutionnisme. Deux points. Constituer un sujet qui est rupture avec l'être. Autonomie du genre. Mais alors sujet qui reprend les catégories de l'être pour produire son anthropologie. Ce qui apparaît comme dénué de pouvoir est devenu le pouvoir de l'anthropologie, de créer. Deux points, corps sujet. La subjectivité est pouvoir de création, comme l'être, comme la praxis. Ce sont les trois pouvoirs du procès de production.
écartons la création comme caprice divin, puisqu'elle ne serait qu'impossible identification de la nécessité et de la gratuité. Les deux pouvoirs nécessaires et contradictoires du divin, aporie de l'absolu, aporie de la liberté. Alors, à notre connaissance, il ne peut y avoir relation de l'être et de la durée, qui est le fondement même de la phénoménologie du corps-sujet. La durée de l'existence répète la durée de l'être, comme l'ontogénèse répète la phylogénèse. Oui, il en remet une couche sur les filiations ontologiques, quoi, parce que là, il parle d'un héritage ontologique, mais par rapport aux catégories de l'être, c'est-à-dire lui, il prend comme catégorie de l'être, par exemple, enfin, pas par exemple, mais il prend comme catégorie de l'être, l'individualité. Il dit ici ce sera l'instant qui est l'individualité. C'est-à-dire qu'il prend la catégorie de l'instant et il l'associe à l'individualité. Donc c'est l'instant d'une vie, que ce soit l'instant d'une vie ou la vie comme instant. Apparemment, alors je ne comprends pas trop comment, mais il y a une filiation ontologique entre l'instant, entre la durée, hein, finalement aussi, la durée de l'être, finalement le fait qu'un individu, il a une durée, quoi, une vie c'est un instant dans l'évolutionnisme, et l'instant d'une vie que finalement elle a. Après ce qu'il a dit au chapitre, au paragraphe 1, là, effectivement, la durée, c'est simplement le bouclage du temps sur lui-même qui fait qu'il y a une appréciation possible de la durée en vue d'effectuer la praxis, quoi. Donc il a l'air de dire, et à plusieurs reprises, là, que finalement il y aurait une filiation ontologique, je ne vois pas du tout comment ça se passe, mais entre ces deux niveaux, quoi, que finalement le corps-sujet pourrait être, axiomatiserait de telle manière qu'il extrait les principes de production des catégories au niveau supérieur, à savoir de l'évolutionnisme. Il le dit à plusieurs reprises, quoi. Même la dernière phrase, c'est ça, quoi. La durée de l'existence répète la durée de l'être, comme l'ontogénèse répète la phylogénèse. C'est-à-dire que c'est plutôt dans ce sens-là qu'il voit la relation entre l'ontogénèse et la phylogénèse. Parce que, classiquement, c'est pas vraiment la relation entre l'ontogénèse et la phylogénèse. C'est plutôt, en biologie, c'est plutôt quand l'embryon, tu vois toutes les étapes finalement de l'évolution, dans l'évolution de l'embryon, tu vois dans le fœtus toutes les évolutions finalement de la phylogénèse, quoi. Tu passes par le stade du ver de terre et puis tu passes après. Non mais je veux dire, il y a des éléments communs, si tu veux, dans l'embryologie au niveau du ver de terre et puis au niveau de l'homme, quoi. De la mouche, n'importe quoi. Non, c'est comme lui, il y a des comment. Alors peut-être, bon, j'exagère peut-être avec la mouche. Il y a du reptile. Mais là, c'est très. Comment c'est là, ça fait penser aux catégories. Non, mais là, c'est pas de ça qu'il parle. C'est pas de ça qu'il parle. Parce que là, comment. Quand je te dis l'appréhension en général en biologie Là, tu parles du XVIIIe siècle. De dire que la phylogénèse, l'ontogénèse répète la phylogénèse,
c'est pris dans un autre sens en général, en biologie. Ça veut dire que l'embryologie, finalement, tu passes tous les stades de l'évolution phylogénétique dans l'embryon. Un embryon à 3 jours, ça va peut-être être un stade très archaïque, si tu veux, je ne sais pas de quel animal, etc. Mais là, il ne s'agit pas de ça dans la description de Kouskar. C'est apparemment, il parle si tu veux, de filiation ontologique. Mais là, il parle après l'embryon, là, du coup. Là, il parle, oui, là ça dans la vie, là, il parle. Non, c'est pour ça que c'est l'ontogénèse et la phylogénèse, c'est pas à prendre au sens des biologistes scientifiques, ou au sens commun, si tu veux, des biologistes actuels. Mais dans cette durée, finalement, il fait entrer justement cette espèce de conscience, une espèce de conscience d'un sujet. Du coup, apparemment, il y a une durée comme ça là, qui serait l'appréhension de quelqu'un qui a pris conscience d'un processus. Je sais pas, c'est comme ça que je l'interprète. Ouais, moi Quelqu'un qui a pris conscience à l'échelle de sa vie d'un processus et qui en fait une durée, quoi, non? Il n'y a pas quelque chose de ça? Ben oui, il dit que la subjectivité est cette temporalité qui s'arc-boute dans le torrent du temps pour engendrer son espace, oui. Le petit îlot à partir duquel elle conçoit des passerelles sociales. C'est-à-dire que tout ça est un montage, quoi. C'est-à-dire que, après lui, quoi, donc, la subjectivité, c'est finalement par le rebouclage, comme il explique, du temps, la création d'un temps résiduel qui est une durée et qui permet de faire le procès de production. Puisque pour transformer, il faut que tu aies des éléments du passé pour fabriquer de l'avenir, et tout ça, ça se passe dans le présent. Donc il faut que tu aies, à mon sens, la durée est implicitement nécessaire au procès de production. Alors, la notion aussi qu'il emploie tout le temps finalement de corps-sujet, donc qui est sans doute pas la notion, l'interprétation qu'en donnent sans doute d'autres penseurs de l'après-guerre, mais donc là aussi c'est un concept qui va revenir tout le temps qui déjà, dont il a parlé bien souvent, quoi, et qui revient tout le temps dans ses descriptions, etc. Donc il y a quelque chose à voir avec effectivement l'espace et le temps. Donc, avec la finitude aussi, quoi, la finitude du temps, la finitude du corps, peut-être. Je sais pas, vous avez des idées là-dessus? J'ai l'impression qu'il essaie de compiler des concepts de la phénoménologie, de la conscience, enfin de Husserl, avec tout un vocabulaire de rétention primaire, secondaire, tertiaire, en fait. C'est ça. Et il en fait, je sais pas. Et puis il essaie d'en faire une systématique, une axiomatique pour penser la genèse du temps chez l'homme, quoi. Bon, il a ce mérite, mais c'est un peu confus, quoi. C'est toujours pareil, quoi. C'est une belle construction c'est une belle construction, quoi. Après, il n'y a rien là-dedans. Il n'y a rien de matérialiste, quoi. Là, on est presque dans la philosophie de la conscience. Le corps-sujet, on ne sait pas trop ce qu'il a. Ouais, c'est ça. On ne sait pas trop ce qu'il a dedans. Qu'est-ce qu'il met dans le corps-sujet?
Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, qu'est-ce qu'il met dans le corps-sujet? Bon, il y a beau la relation, mais la relation des deux, donc des deux bouts, constitue le corps-sujet, point. Et puis après, il y a un magnifique dessin, donc marqué donc avec deux boucles. La première, ça serait la corporéité, et la deuxième, la durée. Alors, la durée, on peut comprendre un peu, sa nécessité. La corporéité, on peut penser qu'elle est commune à celle de l'individu, finalement, l'individu organique, quoi, finalement, qui est simplement traversé par le temps matriciel. Maintenant, il y a un truc qui n'est pas très clair, mais c'est pas... C'est sûr que le sujet, c'est aussi lié à la perception d'une finitude. D'abord finitude de la durée, et aussi enfin de la durée d'une vie et de la durée d'un instant. Parce que tu perçois l'instant comme durée, et la vie comme durée aussi, finalement. Et puis la corporéité serait à voir peut-être avec la finitude du corps, quoi, finalement, peut-être, je sais pas. C'est propre, ça serait propre à l'individu, quoi. C'est-à-dire qu'à l'individu organique quel qu'il soit. Mais là, sa notion d'individu, en fait, c'est pas la notion moderne d'individu. Ah non. On n'est pas sur l'individu hegelien, quoi. Là, on non, est chez non, l'individu, je pense que là, il parle le primat de conscience, quoi, en fait. Non, je pense qu'il n'est même pas là, quoi. Je pense que l'individu, c'est l'unité de base de l'évolutionnisme. C'est-à-dire que... Ah, tu veux dire au sens de l'indivisible qui est voilà. en Non, totalité avec une mactérie, il y a un individu, quoi. Enfin, je pense, moi, que déjà, là, il y a cette notion d'évolutionnisme, elle court quand même dans tous ces... comme la partie basique, quoi, parce qu'il part de l'être, quoi. Il part d'un truc où il y a... Oui, mais normalement, quand on parle de l'être, il n'y a rien dans l'être. Hein? L'être, il est très vague là-dessus, quoi. Même, il parle de devenir, du devenir. Qu'est-ce que c'est que le devenir du devenir? Enfin, moi, j'ai pas saisi, hein, mais peut-être que ça viendra, je sais pas. Mais son truc, c'est l'être matriciel, le devenir du devenir. Il est assez évasif, quoi, pour le moins qu'on puisse dire là-dessus, quoi. Mais il parle beaucoup plus des montages qui sont effectués avec cette matière première que serait ce devenir du devenir, quoi. C'est-à-dire que soit il dit un truc et qu'on comprend rien, soit ce qu'il dit on comprend et ça pisse pas très loin, quoi. C'est juste un résumé. Bah, oui. Non, mais c'est ça. Mais je pense que je pencherais plutôt pour la première. Ceci dit, il n'est pas forcément nécessaire d'être un truc très profond. Hein. Je veux dire, parfois, il faut dire des choses très simples qu'on a oubliées, quoi. C'est pas forcément une critique d'ailleurs, mais je veux dire, là, il y a des... Parfois, t'as des choses qui sont tellement... effectivement, le fait de penser la durée, autre chose que la durée... Pour moi, il fait Kant, là. C'est même pas de la... Là, on n'est même pas dans une perspective néo-kantienne, quelle qu'elle soit, enfin même dans une perspective néo-kantienne sérieuse, quoi, husserlienne, quoi, tu vois, une méditation sur la conscience, sur l'erreur de Descartes, et le fait de vouloir poursuivre en fait l'introspection de la conscience. Là, on est vraiment dans un truc... je sais pas, enfin là, en gros, en fait, il s'intéresse aux a priori de la connaissance, quoi. Le temps, il essaie le temps, l'instant, l'espace, enfin...
il essaye pour le coup de construire, Enfin, de reconstruire tout de manière logique à partir des éléments hyper basiques, quoi. Donc il fait un peu ce que Descartes avait fait quand il disait enfin quand il allait jusqu'à voilà, de quoi il est sûr, c'est qu'il pense vraiment, quoi. Donc là, on est un peu là-dessus, quoi. Donc, mais à part que lui, il va, c'est plutôt ça serait plutôt je fais donc je suis, quoi. Mais là, à mon avis, il essaye en prenant les éléments de base, de développer l'émergence de l'être social. Bon, bah ça c'est clair sur tout cet ouvrage, et là il le montre de manière parfois assez évasive, quoi. C'est ça qui est un peu déstabilisant, quoi. Mais en tout cas, je ne sais pas si est-ce qu'il y a eu quelque chose de comparable de fait dans la littérature sur le sujet, je ne sais pas trop. Hein, mais... Par exemple, il est quand même beaucoup plus, à mon avis, par rapport à Lukács, il est beaucoup plus en amont encore du process, quoi. Il y a aussi ces histoires de durée. Parfois, quand même, il parle un petit peu des durées courtes, comme Bergson, là, aussi. De l'instant comme une espèce de noyau. L'instant, ça va pas de soi, quoi. Je veux dire, dans le temps, effectivement, le fait que l'homme ait la perception de l'instant est directement lié au procès de production. Si, il marche. Hein. Non, mais c'était pour le long game. Ah, elle marche plus. Désolé. Je ne donne plus rien. L'instant, on voit quand même là l'articulation entre l'instant, entre la perception du temps comme instant et le procès de production et la praxis. C'est une articulation qui se comprend, ça, je pense. Oui. Alors du coup, c'est vrai que l'autre fois, j'étais juste en train de lire la dialectique de la durée justement de Bachelard, où il superpose les instants. Il superpose les instants. Ouais. T'as pas un temps continu divisible, t'as une superposition d'instants qui constitue la durée. Voilà, c'est ça. Et ça, juste là, du coup, moi, ça m'a fait écho, là, complètement. Effectivement, la construction verticale qu'il fait, là, lui, il l'a fait en parallèle. Et là, du coup, j'y repense, là, maintenant, parce que je la trouve plus efficace pour faire apparaître une conscience par-dessus. C'est-à-dire le cogito du cogito, lui, Bachelard le décrit. Il dit qu'il s'entraîne à faire un cogito du cogito, et il parle du cogito puissance 3, et qu'il a atteint le cogito puissance 4. C'est-à-dire 4 fois le cogito du cogito du cogito du cogito. Et que c'était pas confortable, il disait. Mais puissance 3, on peut arriver à penser ces superpositions d'instants intériorisées, et il dit on peut parfaitement le voir. Et je dois dire, pour l'anecdote, parce que tu joues du handball et ma fille aussi, elle a fait une finale et elle s'est mise dans les buts, et moi je lui explique des trucs de gardien, où justement l'instant était superposé à la puissance 3, quoi. Et que ça fonctionnait très bien. Oui, mais... C'est dans quel ouvrage, ça, de Bachelard ? La dialectique de la durée. Mais moi j'avais eu un essai où justement en fait il s'opposait à Bergson. Oui, c'est ça, il s'oppose à Bergson, justement.
C'est pour ça que là, je vois justement une espèce de noyau dans l'instant, alors que justement, l'élément critique qui apparaît pour moi là-dessus, il est chez Bachelard. Tu vois, et du coup, c'est surtout, moi, j'ai pas des connaissances en physique suffisantes. T'en as peut-être plus que Plouzcar. Pardon? T'en as peut-être plus que Plouzcar. Oui, alors donc du coup, c'était son ouvrage des années 50 et il pouvait se permettre en épistémologie de superposer la théorie de Einstein et celle de la physique quantique, alors que c'était pas encore unifié, quoi. Donc, du coup, par ce biais-là, il disait qu'on peut parfaitement lire une théorie de la physique et lui superposer une autre théorie, celle d'Einstein, qui n'était pas unifiée, parce que du coup tu as deux instants de compréhension, si tu veux, d'appréhension, d'un matérialisme qui est basé sur des rationalités différentes, mais qui peuvent se superposer, parce que tu as deux rationalités conciliables, à condition d'admettre des instants superposés. Je trouve ça assez beau, parce que du coup, la perspective newtonienne à temps unique, etc., qui est quand même, alors du coup on parlait du capitalisme, mais c'est quand même une projection à temps unique, le capitalisme. Tu sais que toi tu viens de t'élever à un niveau de philosophie très grand. Tu dis exactement ce que Zon Rettel dit dans son livre. C'est que, Poston aussi. Poston aussi, c'est vrai. Enfin, c'est à travers cet élément-là que je vois... parce que du coup ça rejoint aussi la posture les concepts de Simondon sur l'individuation qui n'a pas une unité. On parlait des origines de l'écriture comme avant, et apparemment le découpage, si tu veux, c'est le découpage du temps qui a fait la création de l'alphabet, apparemment, sur le découpage des 12 heures de jour, les 12 heures de nuit, les 12 mois de l'année, enfin tout système dodécaphonique, enfin tout est construit sur cette base 12, et aussi les phalanges, enfin, et le découpage, si tu veux, du temps est à la base, en tout cas symbolique, de toutes les lettres occidentales de l'alphabet phonétique. C'est-à-dire que en fait, les lettres correspondent au signe du zodiaque, en fait. Tout simplement. Enfin, ce sont les mêmes signes qui ont constitué les lettres de l'alphabet phonétique et le découpage du temps. Le zodiaque qui découpe l'année comme la journée, d'ailleurs. Aussi bien en Chine, mais avec d'autres éléments symboliques, mais effectivement, le temps était élastique, le découpage du temps était effectivement selon le passage du soleil, et tu avais des heures courtes et longues selon la période de l'année. Je crois que là encore, si tu veux, à mon sens, il y a ce retour à l'organique. Il y a aussi, et c'est Lukács qui le dit, non, c'est pas retour à l'organique, c'est pas ça que ça veut dire organiquement. Oui, mais donc dans tous ces processus-là, et Lukács dit que Marx, effectivement, le valide aussi, qu'il y a ce qu'il appelle de la désanthropomorphisation, c'est-à-dire qu'effectivement, à travers tous ces grandes directions que prend l'humanité, il y a effectivement, tu t'éloignes de l'organique, ça c'est vrai. Non mais ça n'a rien à voir, Edmond, par contre. Ça veut pas dire ça organiquement lié, quoi. Ça veut pas du tout dire ça. Malgré tout, si tu veux, malgré tout, si tu veux, tu as quand même dans l'idée d'organicité d'être plus près de la nature, quoi, non, rien à voir. Non, mais là, Edmond, c'est juste un concept philosophique, ça n'a strictement rien à voir. Strictement rien à voir. Alors, mais en tout cas, je sais que Lukács montre effectivement, et il s'appuie apparemment sur Marx, c'est ce qu'il dit, donc qu'il identifie, donc Marx aussi, des grandes lignées, si tu veux, de processus qu'il suit dans l'humanité, donc notamment des processus de désanthropomorphisation. Peut-être que l'écriture peut-être en est un, je veux dire,
le calcul en est un autre, etc. Donc il y a un ensemble de grandes tendances qui sont mises à jour dans l'humanité, et donc c'est des anthropomorphisations en fait partie. Avec également, je crois qu'il met le recul des barrières naturelles, également la diminution bien sûr du temps de travail nécessaire à la reproduction de la force de travail, et puis aussi le fait que la plus grande intégration des populations au sein de groupes de plus en plus grands, par la tribu, après c'est le fief, et puis la nation, aujourd'hui le monde. Oui, alors là, donc toutes ces grandes tendances-là, elles sont, d'après Lukács, elles reviennent de sa lecture de Marx, et il les note comme étant des tendances de l'humanité. Donc, et je pense qu'une fois que, comme dit Pagani, citant Nerval, l'ignorance ne s'apprend pas. Donc c'est-à-dire que je ne vois pas tellement, si tu veux, une fois que tu as objectivé, par exemple, pour parler du travail, puisqu'on parlait du travail. Là, on parle des outils, là, on ne parle pas du travail, là, on parle d'outils. Non, mais de l'outil conceptuel, de l'outil travail, on ne peut pas. Il est appris une fois pour toutes. C'est comme si tu disais, on va revenir avant les lettres, avant l'alphabet, avant l'arithmétique. On ne peut pas. Donc, non, mais là par contre, je soulève une objection quand même. Les éléments techniques, si tu veux, ils n'ont pas une vie éternelle. Ils ont une vie jusqu'au moment où ils vont basculer, parce que un autre élément, souvent, parce que il décrit très bien ça, il y a une bascule en général de l'abstrait vers le concret. Effectivement, il y a une invention. Alors elle est souvent collective, cette invention. Enfin, c'est un croisement de nouveautés. Peut-être aussi que la nature s'y met aussi. Il y a des inventions qui deviennent d'abstrait à concret. Et du coup, ce qui est transmis dans l'humanité, enfin, ce que j'aime bien chez Sèvres, c'est assez simple comme ça. L'hominisation, en fait, ces outils qui sont transmis font partie de l'hominisation antérieure, mais ont leur propre vie. Ils ont une durée de vie qui est largement supérieure à l'individu, en l'occurrence là. Ils ont une vie qui peut varier et qui a sans doute fait partie des monnaies d'échange aussi depuis très très longtemps. Donc on a des gens qui ont accumulé des humanisations différentes, hein. Peut-être qu'elles se sont homogénéisées quand c'était possible, peut-être non. Tu vois, quand tu vois la vie, les humains qui sont arrivés dans toute l'Amérique, bon, bah c'est a priori, c'est ce qu'on sait à peu près maintenant 12 000 ans, et c'est un peu remis en cause parfois, mais 12 000 ans pour l'instant, on dit ça, mais 12 000 ans de séparation, lorsque ça se re-rencontre, bah, ça ne fait pas la même chose, quoi. On n'a pas les mêmes civilisations qui se rencontrent. Hein, donc, du coup, les outils qui sont passés il y a 12 000 ans, bah, c'est plus les mêmes qui sont développés. Donc il y a les développements, alors ce qui est magnifique d'ailleurs chez Simon Monk, moi j'admire vraiment beaucoup, c'est qu'il décrit les vies comme ça des techniques qui ont leur comme dans la nature, mais du coup c'est un objet assez particulier, cette individuation technique, construction, individuation, leur vie et leur mort aussi, et qui constitue parfois une fusion avec d'autres techniques, enfin, parfois elles sont transformées, mais elles sont... en tout cas, elles vont toujours de l'abstrait vers le concret, par seul, comme ça, et ensuite elles se développent jusqu'à une stabilisation, donc au stade concret. Et puis elles disparaissent comme une espèce disparaît. Mais par exemple le marteau, il explique la construction du manche du marteau, bah, ça a apparu à un moment donné, il y a un équilibre. Une fois qu'on a fait le marteau avec une masse, enfin un trou dans un métal
peut fondre, donc on peut le construire assez simplement, ben, il y a l'équilibre avec un bois particulier, ben ça n'a pas bougé, quoi. Depuis, c'est resté stable, jusqu'au moment où maintenant on met de l'électricité dans un percuteur, mais le marteau, lui, il a une vie de marteau. Et du coup, la partie, alors j'en reviens, je ne m'écarte pas beaucoup de la question de ce qui est intériorisé ensuite comme outil, là, c'est un outil externe, mais sur un outil abstrait, comme on parlait des mathématiques avant, on peut supposer qu'il y a quelque chose de pas loin de ça, quoi. Des outils abstraits qui sont appris et qui sont pris sans épistémologie, on va dire. Comme ça, comme des choses à apprendre sans... Ils évoluent. Bah, ils évoluent, oui, mais enfin, ils ont une stabilité, donc quand même... Mais le truc, par exemple, le truc de marteau, est-ce que... Bon, c'est un concept, voilà, donc est-ce que... Bon, tu pourrais avoir des marteaux... là, je vais être un peu... Et en fait, pour faire une analogie, quoi, tu pourrais avoir des marteaux qui ne se sachent pas marteau, si tu veux. Mais en fait, ils ne se savent pas marteau. Le marteau, bon, il est... là, tu conceptualises le marteau comme... bon, c'est pas pour ça qu'il faut comment dénoncer ça comme quelque chose d'objectivé, quoi. C'est pas parce que tu as à un moment donné un concept qui arrive et qui est le résultat quelque part une désanthropomorphisation, parce que effectivement, si tu prends une pierre, c'est peut-être moins, ou je sais, c'est plus, ça fait plus partie de, c'est plus rapproché de ton organicité. Non, enfin, je veux dire, tu vois, j'exagère, mais un peu l'idée, c'est de dire que effectivement, il y a des grands processus comme ça dans l'humanité de désanthropomorphisation. Ce ne sont pas forcément des aliénations. C'est pas des processus d'objectivation qui peuvent se réaliser et qui ne sont pas, même s'ils ont été obtenus par des modes de production tout à fait aliénants, comme le capitalisme, etc. Donc c'est quand même c'est quand même des rapports assez qu'il faut penser, je pense, un peu de manière dialectique, quoi.